Donc, la première question, vous avez fait ce mouvement, Unité, Dignité, Courage. Votre but, c'est de rendre les objets qui appartiennent aux Africains, de les saisir des Européens, de les rendre aux Africains, c'est ça? Est-ce que vous croyez que c'est impossible d'avoir le même but, d'atteindre le même but sur le niveau officiel, par négociation, par les échanges, par des commissions spéciales, par les moyens diplomatiques? Premièrement, notre organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage a été créée justement pour solutionner un problème qui était d'abord interne. Nous remarquons, après une réflexion très mûrie, nous avons pu remarquer que ce qui manque à l'Afrique, c'est justement l'unité. Il y a une sorte de désunion et des divisions en Afrique. Et au-delà de ça, il y avait l'absence totale des dignités qui caractérisait l'ensemble, notamment des dirigeants africains et de toutes les corporations possibles de métiers et consorts de l'Afrique, mais aussi du peuple africain eux-mêmes suite à ces multiples violences dont nous avons été victimes. Et il nous fallait ce courage-là, qui semblait être le leitmotiv, ou si vous voulez, la valeur cardinale pour créer un nouvel et bel avenir pour l'Afrique. Il fallait ce courage qui a été d'autant plus illustré par Thomas Sankara, par Patrice Lumumba, par tous ceux qui nous ont précédés dans ces combats de lutte. Donc, deuxièmement, c'est un mouvement qui s'est constitué pour lutter pour la libération de notre peuple. La libération de notre peuple. Justement, le peuple africain, si l'on veut, est un peuple, suite à multiples violences, exactions subies, est enfermé dans une forme d'auto-dénigrement, d'auto-sous-estimation. Et il nous fallait libérer ces peuples de cette emprise-là, de cette forme de domination. Et ensuite, enfin, c'est un mouvement qui milite justement pour la libération de l'Afrique. Qu'est-ce que nous appelons la libération de l'Afrique? La libération de l'Afrique de toute forme de domination. De toute forme de domination, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit militaire, donc sécuritaire, qu'elle soit financière, qu'elle soit culturelle. C'est ça, UDC, Unité, Dignité, Courage. Ensuite, dans le deuxième volet de votre question, quitte à savoir s'il n'y a pas d'autres moyens, justement, pour réclamer cela. Il faut souligner que dans le manifeste de notre organisation Unité, Dignité, Courage, il y a 14 points. Et parmi les 14 points, il y a un point qui parle de réparation. C'est dans ces points-là de réparation que nous appuyons pour, justement, récupérer ce qui nous a été volé. Et la doctrine qui est la nôtre, c'est le nationalisme africain. Le nationalisme africain qui n'est pas du tout un nationalisme à comparer avec les nationalismes fascistes du monde occidental. C'est un nationalisme qui veut justement définir par une phrase simple, que les richesses africaines reviennent et appartiennent aux Africains. C'est ainsi que nous résumons notre combat. Donc, nous avons estimé dans cette logique que la logique utilisée depuis longtemps par des dirigeants africains, nous la qualifions d'une diplomatie dormante, inactive, parce qu'elle s'inscrit dans la logique imposée par l'oppresseur. C'est l'oppresseur qui détermine même, si vous voulez, la politesse diplomatique. Quand vous entendez la plupart des dirigeants africains formuler leurs demandes diplomatiques à leurs excellences ou à leurs homologues, vous imaginez que nous sommes dans un irréel, d'où on est en train de caresser l'oppresseur, de caresser celui qui vous a opprimé, qui vous a giflé et qui vous dit dans quelle mesure ou par quel moyen répondre à cette gifle. Donc nous estimons, nous, que cette diplomatie, elle est inactive, elle est dormante, parce que jusque-là, elle n'a rien donné. Alors il fallait mettre en place la diplomatie active. Parce que quand cette diplomatie de nos dirigeants africains fonctionnait, le peuple européen était loin de ces réalités dans leur musée. Le peuple européen ne se posait pas autant de questions sur l'avenir de ces patrimoines-là. Parce que, justement, la diplomatie utilisée de l'autre côté, par nos dirigeants, j'allais dire, c'est une diplomatie qui caressait la bête dans le sens du poil, qui, justement, à la limite, suppliait l'oppresseur. Or, la diplomatie active, pour ceux qui n'en connaissent pas, a été illustrée une fois, en 1960, par Patrice Emery Lumumba. Il a su mettre la dignité collective du peuple noir, la dignité du peuple congolais au-dessus de toute exigence, notamment de l'exigence protocolaire. Parce que ce jour-là, il n'était pas prévu qu'il prenne la parole. Mais Patrice Lumumba avait compris que c'est l'histoire de l'Afrique, de l'homme noir qui s'est jouée.
Donc, il fallait mettre la vérité au-dessus de tous ces protocoles et de tous ces mensonges, tous ces artifices qui étaient là. Donc, notre façon d'agir pour nous est la meilleure façon d'agir pour récupérer ces patrimoines. La meilleure façon parce que il y a eu des actes horribles qui ont été commis. Il y a eu des actes de barbarie, il y a eu des actes de violence. Alors, il ne faut simplement pas aller récupérer cela. Il faut une façon d'aller les récupérer. C'est-à-dire en honorant d'abord nos ancêtres qui nous ont précédés, qui ont mené ces combats, nos pères qui ont mené ces combats, mais aussi en honorant, si je peux m'exprimer ainsi, les forces spirituelles et les divinités dont la plupart représentées ou matérialisées dans ces artefacts, dans ces œuvres-là. Donc voilà pourquoi notre façon d'agir, la diplomatie active, essuie ces humiliations, essuie aussi l'irrespect que nous impose celui qui est en face de nous, qui nous a giflé et qui veut que l'on réponde à la manière qui lui semble bon. Donc voilà pourquoi nous estimons que notre façon d'agir est une façon, si vous voulez, de construire une autoroute culturelle. C'est dans cette autoroute-là que tout le monde doit se greffer pour aller vers la réparation et ensuite la restitution de notre patrimoine. Du coup, lors de vos actions, que vous appelez la diplomatie active, qu'est-ce que vous avez déjà pu récupérer? Dans nos actions, ce qui est intéressant, d'abord, nous avons réussi l'adhésion populaire de l'opinion mondiale et internationale. Il était difficile que ces questions-là soient mises à la lumière du monde avant nos actions. C'est-à-dire, c'était une question traitée dans des salons, dans des couloirs diplomatiques, dans les instances, si vous voulez, dans les officines des organisations internationales. Depuis nos actions, c'est une action aujourd'hui qui est devenue, si vous voulez, qui a repris le poil de la bête en occupant le débat public. Ça, c'est ce que nous avons réussi déjà de phénoménal. Deuxième de choses, il y a un intérêt aujourd'hui porté surtout par des Africains qui ont été déportés. L'ensemble de ces Africains déportés aujourd'hui à Suriname, aux États-Unis d'Amérique, dans les Antilles et Caraïbes, ont aujourd'hui trouvé la nécessité de cette démarche qui est la nôtre, d'aller récupérer sans demander l'autorisation et la permission aux voleurs. Et ce qui fait en sorte que il y a eu une forte adhésion de la diaspora qui a réservé un accueil chaleureux et, je dirais, salutaire à cette action. Il y a maintenant une contrainte que nous avons imposée aux dirigeants africains depuis nos actions. Vous suivrez les actualités. Il n'y a pas fort longtemps, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris la présidence tournante de l'Union africaine. Et sur son leitmotiv, il met en fait le patrimoine, la culture comme des priorités. Et sur ce, notamment la question de la restitution de patrimoines africains enfermés dans de musées occidentaux. Il est en train d'ailleurs d'encourager la politique mise en place par le gouvernement algérien de la construction d'un grand musée africain, notamment aussi des efforts entrepris par le gouvernement égyptien qui veut aussi la récupération de tous ces patrimoines qui a été pillé. Donc, on voit que la dynamique que nous avions engagée a contraint les dirigeants africains de se prononcer et de se plier sur cette question notamment de la restitution et d'en faire une priorité. Ça, c'est une victoire de la lutte que nous avions déclenchée. Troisièmement, le gouvernement français, par la voix officielle de son peuple, c'est-à-dire la représentation nationale, l'Assemblée nationale française, s'est précipitée malgré elle d'aller voter une voix. D'ailleurs, c'était le jour où j'étais jugé pour l'action qui était menée au musée de Louvre. A décidé de voter une loi qui d'ailleurs va dans le sens de la restitution, bien que cette loi est une insulte de notre part. Mais ce qu'il y a à souligner, c'est la reconnaissance officielle par la voix du peuple français au sein de l'Assemblée nationale de la nécessité qu'il y a aujourd'hui d'entamer, de reconnaître d'abord que la France a volé, et de deux, d'entamer ces processus notamment de la restitution de notre patrimoine. Donc, enfin, il y a, si vous voulez, une adhésion populaire de toutes les catégories et les couches sociales africaines. Ce qui est moi qui suis dans ces combats depuis plusieurs décennies. La différence avec ces thèmes et ces sujets est quoi? C'est que la plupart des sujets et des thèmes que nous avons défendus jusque-là sont des thèmes et des sujets qui sont plus connus par des militants, par des politiques, par des chevronnés du milieu, par, si vous voulez, des associations et des mouvements sociaux. Mais la spécificité de ces thèmes, c'est que elle est déjà portée par la plupart des peuples africains des différentes catégories, des familles royales, des autorités traditionnelles, des autorités politiques, des savants, des chercheurs, des historiens, même des Africains qui, au fin fond de l'Afrique, dans nos villages les plus reculés, qui même n'ont pas fréquenté l'école, portent ces sujets parce que justement, ils connaissent la valeur intrinsèque de ces patrimoines qui leur a été arraché et pillé.
Donc voilà, si je peux me résumer ainsi, c'est que le combat que nous menons de la diplomatie active, la méthode utilisée de la diplomatie active suscite cet espoir-là et a ouvert notamment tous ces chantiers et toutes ces voies possibles aujourd'hui qui permettent notamment à beaucoup d'y s'y greffer et d'aller dans le sens qu'est la nôtre pour la récupération de notre patrimoine. Du coup, vous dites que vous êtes pendant 30 ans dans ce combat, mais les actions eux-mêmes, vous avez commencé assez récemment, c'est ça? Oui, les actions sur la récupération du patrimoine ont commencé récemment parce que, voyez-vous, nous avons un manifeste de 14 points. Et sur ces 14 points, il y a des points qui pour nous ont été priorisés à l'époque, notamment la question monétaire du franc CFA parce que nous avions considéré que l'hégémonie financière et monétaire de la France en particulier et des pays européens sur l'Afrique devait prendre fin. Nous avons mis en avant la lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA. Nous nous sommes lancés après sur la question sécuritaire et notamment militaire. La présence de bases militaires permanentes étrangères dans notre mère patrie, l'Afrique, et en particulier de l'armée française qui, jusqu'à preuve du contraire, si vous voulez, maintient l'Afrique dans cette déstabilisation permanente et permet à la France d'avoir une ingérence intempestive dans les affaires politiques intérieures africaines. Nous nous sommes penchés sur la question de l'OADA, l'organisme d'harmonisation des droits des affaires, qui justement met à mal le développement des initiatives locales sur le plan de la création d'entreprises et a une complexité administrative qui rend impossible la création des entreprises pour les autochtones et le secteur privé, mais qui aussi, si vous voulez, marginalise le secteur étatique. Donc, nous nous sommes penchés sur la question notamment de visa, sur la question d'inscription, les multiples inscriptions des étudiants africains dans les universités occidentales, qui est une forme de raquettage diplomatique. À chaque fois que ces étudiants-là font la demande, l'argent ne leur est jamais restitué en cas de refus d'obtention de visa. Donc, il y a ces multiples problèmes, la question épineuse de l'aide au développement et de la coopération technique qui continue de subordonner les nations africaines et de nous endetter de façon vertigineuse. Donc, dans notre organisation, il y a la question aussi de l'immigration, qui aujourd'hui provoque une hémorragie humaine et intellectuelle, qui précipite la plupart de nos cerveaux et de nos richesses vers d'autres cieux, du potentiel humain et intellectuel de l'Afrique, et causant ainsi au passage la mort de plusieurs jeunes, notamment vers le mécanisme ou les frontières italiennes et libyennes, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y avait plusieurs questions. Maintenant, il y avait la question des réparations. Et au fil de nos réflexions, et lorsque notre réflexion a mûri, nous avons bon jugé maintenant d'entamer cette question notamment de la récupération de notre patrimoine. Parce que le nationalisme africain veut que les richesses africaines reviennent et appartiennent aux Africains. Et parmi lesquelles, il y a les richesses culturelles. Nous avons condamné une forme de prêt qui a été fait à un moment donné où la France avait rendu quelques œuvres, quelques pièces au Royaume du Bénin, à la République du Bénin. Et il y avait un musée qui a été créé dans ces conditions-là, qui abritait ces œuvres-là. Quelques temps après, ces œuvres sont reparties vers Paris. Donc, c'est pourquoi nous appuyons sur le leitmotiv du nationalisme africain. Parce que le nationalisme africain ne veut pas simplement le retour, mais aussi l'appartenance de ces richesses-là aux Africains. Pour justement ne pas faire les erreurs qui ont été commises lors des indépendances, où il y a eu un transfert de pouvoir, mais les attributs de souveraineté n'ont pas été notamment transmis aux pays africains qui aujourd'hui en souffrent avec la question monétaire, la question sécuritaire et la question de la coopération économique avec des accords bidons qui jusque-là dilapident l'ensemble de nos économies. Donc c'est pourquoi le 12 juin, nous avons déclenché maintenant le processus de la récupération de notre patrimoine par la diplomatie active qui a débuté notamment au musée des Quai Branly, qui pour nous était symbolique. D'abord parce que c'était une décision politique qui a donné naissance à ces musées-là de Jacques Chirac. Jacques Chirac, président de la République française, qu'il faut lier indirectement, président aussi de l'Union de l'État qu'on appelle la France-Afrique d'alors. Donc, il était très, je dirais, à la fois stratégique et politique pour nous de commencer au musée des Quai Branly. C'est pourquoi nous avons accéléré depuis le 12 juin dernier. Et l'épidémie de coronavirus, ça vous pose pas de problème? Oui, ça nous pose de problèmes parce que nous réfléchissons aujourd'hui par rapport à ça, par rapport aux exigences sanitaires. Nous ne voulons pas nous comporter à des fous furieux. Il y a aujourd'hui des restrictions qui ont été faites et l'ensemble de ces restrictions nous empêchent notamment de pouvoir agir. D'ailleurs, le 23 et le 24 janvier, nous avions prévu 2 journées d'inventaire et de vérité. D'inventaire parce que il revient à nous-mêmes Africains de faire l'inventaire de notre patrimoine. Le président Macron et ses amis ont menti au monde en disant que
il y a 90 000 pièces africaines dans nos musées. Ok, Branly. Comme si toutes les œuvres qui ont été pillées ne sont conservées que dans des musées. Or, on connaît qu'il y a des galeries privées dont Emmanuel Macron n'a jamais parlé, dont le, comment vous appelez ça, le rapport Felwine Sarr et Bénédicte Savoie n'ont jamais fait mention. Il y a des personnalités politiques, des personnalités culturelles, militaires, scientifiques, qui jusqu'à preuve du contraire conservent notre patrimoine. Donc, il nous faut faire ce travail d'inventaire. Et ce travail commencera bien entendu à travers de musées, à l'intérieur de musées, d'où nous allons inventorier l'ensemble de notre patrimoine pour en savoir qu'est-ce qu'il en est réellement, quelles sont les pièces qui nous sont montrées et quelles sont les pièces qui sont gardées. Le jour où je suis allé au musée du Louvre poser l'acte héroïque qui a permis d'élargir notre combat en créant le Fonds multiculturel anti-spoliation. Ce jour-là, je me rappelle, 4 ou une semaine avant, il y avait la statue du dieu Ogou-Ferraille, venu de l'empire du Bénin, du Dahomey. Mais quelques jours après, cette statue a été retirée. C'est comme ça qu'ils arrivent à retirer certaines pièces et à les garder. Donc notre travail nous permettra notamment de connaître les conditions, les contextes dans lesquels beaucoup de œuvres ont été pillées. Parce que jusque-là, on n'a qu'un travail présenté par eux, par les prévaricateurs et les voleurs. Vous savez que jusqu'à preuve du contraire, l'Occident cherche à soigner son image par rapport à ces crimes horribles qui ont été perpétrés dans notre mère patrie, l'Afrique. Donc il est question pour nous de pouvoir aujourd'hui entamer nous-mêmes ce travail scientifique de recherche historique et d'occuper notre jeunesse et notre peuple qui est là, qui doit avoir, au-delà de leurs occupations professionnelles, un autre travail pour l'intérêt commun. Et c'est pourquoi nous avons enclenché cette journée, notamment d'inventaire et de vérité. De vérité parce qu'il était question de faire venir des familles pour faire une restitution. Avant nos actions, que ce soit les Européens et les Africains, quand les gens rentraient dans des musées, ils s'est limité sur la contemplation des œuvres avec les lignes qui étaient marquées là. C'est-à-dire, c'est une pièce venue du Congo, venue du Tchad, venue du Bénin, ceci, c'est là, utilisé par telle tribu, on s'arrêtait là. Personne ne s'est posé la question de savoir comment, par quel mécanisme, ou d'avoir l'idée, une pensée sur ces multiples familles. Parce que derrière chaque pièce, il y a quoi? Derrière chaque pièce, c'est tout un village qui disparaît. Derrière chaque pièce, c'est des nations entières. C'est des femmes éventrées, c'est des enfants qui ont été violés. Donc depuis cette action, nous avons permis aux consciences de se poser des questions, de s'interroger, de questionner la conscience universelle, humanitaire. Parce que la conscience de l'humanité, ce n'est pas simplement une question historique, mais c'est l'humanité qui en souffre. Le peuple d'Afrique a pleuré, le peuple des Amériques a pleuré, le peuple d'Australie a pleuré, le peuple d'Asie. Donc tous ces peuples-là ont pleuré. Donc c'est qui intègre maintenant la dimension de l'humanité. Il faut que notre humanité se pose justement des questions. Et nous avons posé à travers notre action cette conscience collective. Il faut se poser des questions derrière cette conscience collective, contrairement à certains fachos de l'extrême droite qui affirment qu'ils n'ont pas à se rougir ou à s'excuser sur le passé colonial de la France. Ce n'est pas simplement une question historique, c'est l'humanité qui est menacée. Parce que lorsque nous laissons une partie de l'humanité s'autoproclamer supérieure à d'autres parties et imposer ses règles et ses dictats, qu'est-ce qu'il en devient? Ce sont les conséquences. C'est tout le monde qui pleure. Aujourd'hui, je demeure convaincu que si les Indiens d'Amérique, les Chicanas et les Chicanos avaient gardé leur culture, si les Australiens, qu'on appelle aujourd'hui les aborigènes, avaient gardé leur culture intacte, si les Indiens avaient gardé leur culture intacte, les Africains avaient gardé leur culture intacte et tout le peuple de l'Orient avait gardé leur culture intacte, j'imagine que notre monde serait plus apaisé. Parce que ça serait quoi? Ça serait le socle d'une coopération multilatérale et bilatérale où l'identité de tout un chacun allait être reconnue et respectée. Contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui, d'une forme de monologue culturel et politique, d'où il y a une pensée unique qui prédomine et qui veut uniformiser l'ensemble de peuples du monde en effaçant totalement les différentes cultures qui peuvent s'exprimer et traiter des questions autrement. Justement, cette question du coronavirus. On voit aujourd'hui qu'il y a un diktat des laboratoires qui veut s'imposer. Il y a un diktat de l'économie occidentale qui veut s'imposer. Cette économie occidentale refuse le vaccin, par exemple venu de la Russie, proposé par la Chine, refuse de reconnaître notamment le prouesse ô combien salutaire et scientifique mené par le président Andy du Madagascar, en partant sur la base de ce qu'on appelle la bonne feuille à Madagascar. Nous-mêmes, nous avons fait des recherches avec des feuilles comme des Congo Bololo en République démocratique du Congo, qui sont des moyens qui peuvent permettre notamment de faire face à ces virus. Mais comme il y a un diktat, il y a la pensée unique qui veut triompher, il faut que tout le monde s'aligne selon la volonté de certains gouvernements ou de certaines firmes pharmaceutiques qui veulent imposer leur philosophie médicale. Or, avec notre savoir, nos connaissances, on peut baisser le coût financier, notamment du traitement. On peut baisser ces catastrophes
catastrophe sociale que nous sommes en train de voir, où tout le monde doit être confiné, où tout le monde doit être, la vie doit s'arrêter. Parce que justement, le modèle occidental ne comprend pas le mécanisme qui peuvent être utilisés autrement pour permettre à la vie de continuer à lutter contre le virus. Mais ils veulent justement que leur mode opératoire triomphe. Voilà pourquoi ces combats que nous menons va dans le sens notamment de régler tous ces problèmes. Parce que reconstruire les socles culturels de notre mère patrie, l'Afrique, nous permettra notamment de redresser l'homme africain, d'avoir une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, comme l'est fait d'ailleurs chez vous, la Russie, qui se base sur sa culture, sur sa colonne, son épine dorsale, et qui fait que quand on regarde les positions politiques du président ou du gouvernement russe ou du peuple russe, est souvent aux antipodes des positions prises par le monde occidental. Parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a une pensée, parce qu'il y a une façon de faire, y compris la Chine. Et nous, ça nous permettra, une fois debout, de trouver des voies et moyens sur le plan architectural, sur le plan médical, de mécanismes qui peuvent nous permettre, avant de coopérer avec les autres ou d'avoir l'appui d'autres peuples et d'autres nations, de compter d'abord sur nous-mêmes. Voilà le fondement véritable de ces combats. C'est pour reconstruire cet édifice culturel qui a été brisé et qui permettra notamment à l'homme et à la femme africaine de retrouver ses couleurs datant et de retrouver sa fierté en tant qu'être humain à part entière. Après vos actions, le tribunal vous a attribué plusieurs fois des punitions, des amendes, de la détention en prison. Du coup, qu'est-ce que vous avez déjà dû subir après vos actions dans plusieurs pays, comme amende, comme... Ça a débuté avec l'action du 12 juin au Quai Branly, d'où j'ai été condamné notamment à 1 000 € d'amende. C'était un principe simple, vous voyez, le poids de l'histoire a fait que le juge n'avait pas de choix. Il ne pouvait pas aller dans le sens des 150 000 € d'amende et des 10 ans d'emprisonnement. Mais la pression politique a fait que le juge devait faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai été condamné à 1 000 € d'amende. Il s'en est suivi le procès de Marseille où nous avons été acquittés, moi et les camarades présents ce jour-là dans cette action. Nous avons tous été acquittés à Marseille. Il s'en est suivi l'action du Louvre. C'est autour de l'action du Louvre que la machine répressive de la France est mise en marche, parce que je me rappellerai toujours des phrases formulées par les avocats de la partie adverse, notamment l'avocat du musée du Louvre, celui du Quai Branly et le représentant de l'État, qui sont tous allés dans ce sens que, est-ce que faudrait-il enfermer toutes les œuvres dans des cercueils en verre parce que M. Diabanza existe? Est-ce que faudrait-il empêcher à toutes les personnes soupçonnées de rentrer dans des musées parce que M. Diabanza existe? Est-ce que faudrait-il cacher les œuvres parce que moi, Zulu Diabanza existe? Voilà la question qui a été posée. Il a été d'ailleurs demandé, c'est que je remarque aujourd'hui, avec ma page Facebook officielle, moi, Zulu Diabanza Siwalembo officiel, il y a eu une restriction. Et on m'a déjà annoncé à 3 reprises que votre page sera bientôt dépubliée. Justement parce qu'ils considèrent que le combat pacifique et non violent que je suis en train de mener, qui a réussi à toucher les 4 coins de la planète et de notre monde, et à obtenir l'adhésion, notamment de l'opinion publique internationale, est un combat qui doit être stoppé, qui doit être brisé. Raison pourquoi ma page a plusieurs restrictions. Donc, on voit aisément dans cette déroulée, il y avait une volonté aujourd'hui de me punir dans ce sens. Donc, pour le procès du musée du Louvre, c'est quasiment 9 000 € d'amende parce qu'il y a 5 000 € pour le musée du Quai Branly. Il y a 2 000 pour le musée du Louvre. Je pense qu'il y a 1 000 € qu'il faut rétrocéder à l'État parce que l'État français a engagé des poursuites contre ma personne, bien qu'il a été débouté. Donc, nous sommes dans les alentours de 9 000 € d'amende qui m'a été notamment exigé et 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Lorsque je suis allé à Bergendal, c'est la même chose. Le juge était devant un fait accompli. Je sentais comment est-ce que le juge était déchiré devant sa conscience et la pression politique qui existait parce que le ministère public ou le procureur du roi, quand c'est qu'il en est de la Hollande, a insisté qu'il faut punir M. Diabanza pour qu'il ne revienne plus agir en Hollande. Donc cette décision est une décision pour m'empêcher d'aller continuer à agir. Pourquoi m'empêcher? Parce que si je continue, l'adhésion d'ailleurs que nous avions eue auprès de la population à Bergendal était une illustration notamment de cette manifestation de la victoire de notre combat auprès de l'opinion. Donc il faut stopper ça. Il ne faut pas que le peuple prenne à bras le corps le combat de M. Diabanza et de tous les Africains de partout et de la diaspora qui mènent ces combats
dont je suis simplement le simple porte-parole ou la lance-voix qui a été utilisée dans ce sens-là. Donc voilà d'emblée comment est-ce que je suis condamné d'ici et là avec des peines notamment qui vont de 1000 à 9000 et là-bas c'était 250 euros aux Pays-Bas, d'où j'ai été condamné à 250 euros et 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Donc voilà les répressions qui sont là dans ce sens et les pressions politico-judiciaires continuent. Les pressions continuent de différentes manières parce que d'ici quelques temps, ce sont les huissiers qui passeront chez moi pour faire leur travail de saisie parce qu'ils n'auront rien. De notre part, nous sommes en train de travailler de façon à ce que le gouvernement européen doive comprendre que l'Europe ne sera pas réduite à sa plus petite expression si elle acceptait les crimes qui ont été commis jadis pour avoir et constituer ses collections muséales et faire de ça une partie de leur trésor national. Vous êtes né à Zaïre, c'est ça? Oui. C'est l'ancien nom de... L'ancien nom de la République démocratique du Congo, le Zaïre, oui. Oui. Et du coup, vous êtes en train de planifier encore des actions en Belgique, dont c'était la colonie. Vous êtes bien sûr au courant que maintenant il y a une campagne en Belgique contre le roi Léopold II. On est en train de mettre du sang sur ces statues, de la peinture rouge. Est-ce que vous croyez que c'est justifié comme méthode de lutte? Et quelle est votre attitude envers ce genre de méthode? Du moment où la lutte reste non violente et pacifique, elle est soutenue par nous. D'autant plus que, vous voyez, les choses ont changé. Il y a eu une évolution pendant toutes ces décennies, d'où les Belges ne sont plus simplement les Européens blancs de souche. Les Belges sont aussi des Congolais qui sont devenus Belges. Comment expliquerez-vous à un enfant dont les origines sont congolaises, dans une salle de classe, que le roi des Belges est un héros? Cet enfant-là sait que, s'il remonte le cordon ombilical de ses ancêtres le plus lointain, il trouve le même roi héros qui est en train de couper les mains de ses ancêtres. Par violence, par méchanceté, justement parce qu'il imposait à ces derniers de lui fournir une quantité de l'EVA dont il avait besoin pour la révolution du pneumatique. C'est impensable et incompréhensible. Comment pouvez-vous faire de certains militaires ou faire la gloire de la Belgique avec la tâche morale de l'assassinat et politique, humaine de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, dont la Belgique a joué le rôle central? Comment pouvez-vous faire l'apologie, notamment devant ces enfants venus du Congo, avec des histoires pareilles? Donc, la composition sociale de ces pays ont changé. La constitution de la nation belge a changé. Donc, l'histoire doit être revue. L'histoire doit être vue dans tous les différents angles. N'est-ce pas que la démocratie est la loi de la majorité et la protection de la minorité? Même si les Belges d'origine congolaise ou d'origine malienne ou d'origine nigériane ou d'origine béninoise sont qu'une minorité, la démocratie a pour vocation et pour essence de faire accepter la loi de la majorité tout en protégeant la minorité. Donc la minorité doit être protégée. Elle est protégée comment? En livrant à cela le sentiment véritable d'appartenir à cette nation. Et les enfants d'origine congolaise ou d'autres d'origine africaine ne peuvent se sentir appartenant qu'à la nation belge si et seulement si ils trouvent leur place dans l'histoire de ces pays. Si leurs ancêtres et eux sont respectés, si leur environnement est respecté, si leur culture est prise en considération, si leurs revendications, leurs desiderata intègrent les priorités du gouvernement belge. Sinon, c'est encore l'oppression qui continue de la minorité belge issue de l'immigration. Et cette minorité belge issue de l'immigration participe néanmoins à la construction de l'économie belge, participe, si vous voulez, au rayonnement de la Belgique. Parce que la Belgique, aujourd'hui, rayonne avec les intelligences et les énergies de toute cette population cosmopolite. Contrairement à ce qui était hier. Parce que, rappelez-vous, le roi Léopold II, parlons de lui, la capitale belge ne suscitait aucun intérêt ici en Europe, ni sur le plan international. Il a eu l'idée, si j'ose dire, méchante et criminelle, hein, de mettre en place notamment une politique qui aurait pu susciter l'intérêt de sa patrie et de sa capitale, de sa ville, Bruxelles, aux yeux du monde et de la planète. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur l'exposition du Congo. C'est là que les richesses minières, l'homme, la personne humaine, les animaux, les cultures, les représentants, tout a été pillé au Congo pour être exposé notamment et exhibé
dans cette fameuse exposition qui a vu nos ancêtres humiliés, dénigrés, réduits à la plus petite expression comme des animaux, même pas comme des animaux, parce que ces mêmes animaux aussi ont subi l'humiliation, l'exposition. Donc on ne sait pas quelle était l'idée qui animait le roi des Belges. Et c'est là qui a suscité l'intérêt du monde occidental à la Belgique. Et cet intérêt a perduré jusqu'aujourd'hui à faire de la Belgique capitale de l'Union européenne et de l'Europe. C'est parce que la Belgique était assise sur le socle du Congo, d'une richesse incommensurable et inquantifiable. Et en partant notamment par l'humiliation d'une des plus grandes civilisations que l'Afrique a connue, la civilisation congolaise, brisant systématiquement avec cette politique d'exposition, ce qui a permis à l'Angleterre de suivre le même politique procédé de l'exposition, si vous voulez, de Noirs venus d'Afrique. Et les États-Unis d'Amérique, la France, tous ces pays ont suivi, partant de cette idée méchante du roi des Belges qui, de façon ininterrompue, a voulu humilier, briser l'homme venu du Congo. Et s'en est suivi tous ces massacres auxquels je faisais allusion. Donc, on voit aisément que c'est ça qui a permis les rayonnements de la Belgique. Et aujourd'hui, les rayonnements de la Belgique se basent, si on regarde sur le plan du football, du sport, il y a la contribution de cette minorité venue, notamment de l'Afrique. Donc, il faut revoir l'histoire de ces pays et donner à chacun sa place, à ceux qui ont souhaité prendre la nationalité de ces pays, malgré eux. Donc, de rester là-bas, et ils doivent avoir leur place. C'est pourquoi nous autres, nous sommes en train de soutenir cet effort, d'effacer dans la mémoire collective, non pas le roi Léopold II, mais d'effacer, si vous voulez, la gloire qui entoure le personnage du roi Léopold II. Il faut que les criminels soient désignés criminels. Ce qui est pour le roi Léopold II vaut pour Napoléon Bonaparte ici en France. Donc, il faut que ces individus-là soient remis à leur place exacte. Raison pourquoi, pour nous, c'est un soutien. D'ailleurs, vous verrez dans les jours à venir en Belgique, ce que nous ferons justement dans ces mêmes cadres-là. J'ai plus de questions. Très bien. Sauf si vous voulez ajouter quelque chose que vous n'avez pas dit. Ce qui nous porte aujourd'hui, nous, c'est un appel que nous lançons notamment au peuple d'Europe, au peuple de l'Occident, mais j'en profite aussi au peuple de la Russie. De comprendre que le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est un combat pour redorer les blasons ternis de notre culture. Que vaut cet homme, que vaut cette nation sans histoire, sans racines? Que vaut cet arbre sans racines? Ce que nous voulons, c'est de nous mettre debout. Nous mettre debout n'est pas la vocation pour nous de prédominer ou de dominer, mais c'est de s'asseoir sur la table, de s'asseoir autour d'une table, cette table de la coopération bilatérale et multilatérale, où l'identité de tout un chacun doit être reconnue et respectée. Nous voulons échanger avec les uns et les autres, mais en reconnaissant notamment qui nous sommes, sans perdre nos racines, sans perdre notre pensée, notre boussole humaniste de la vie. Voilà pourquoi nous lançons cet appel au peuple de la Russie aussi, de soutenir ces combats, de nous permettre notamment de pouvoir étendre notre, si vous voulez, notre capacité de toucher le monde pour que il y ait une adhésion populaire, afin que des peuples, des tribus, des clans d'ici et là fassent pression. Je pense que la Russie est un pays illustrativement qui comprend cette nation, cette façon de multiplicité culturelle, avec beaucoup de cultures, notamment des républiques au sein de la Russie, et qui combinent dans un respect total de l'un comme de l'autre, de la reconnaissance de l'identité de l'un comme de l'autre. C'est ce qui fait la force d'une nation, c'est ce qui fera la force de notre monde et des organisations internationales dans la mesure où sera intégré le respect et la reconnaissance de l'identité de tout un chacun. Et c'est un message aussi lancé à toute la diaspora africaine et panafricaine en Russie de pouvoir aujourd'hui rejoindre ces combats au sein du Front multiculturel anti-spoliation qui, dans le cadre de ces combats, c'est une ligne de front dont j'assume l'intérim de commandant pour que nous puissions aller de l'avant et ramener à la maison tout ce qui a été pillé au peuple déshérité de la planète, au peuple d'Afrique, au peuple des Amériques, des autochtones, des Chicana, les Chicanos, au peuple d'Asie, au peuple d'Australie, au peuple d'Océanie, afin que règne dans ces mondes la paix et que règne aussi la construction d'un nouveau socle, notamment d'échange qui sera gage de respect, de la reconnaissance de l'identité de tout un chacun. Unité, dignité, courage.